Merci de votre attention, Madame, Monsieur. L'actualité ce soir, la première session ordinaire du Conseil national du dialogue social. Séance ouverte ce mardi. À l'ordre du jour, le bilan des 10 années d'existence du Conseil. Premier coup d'éclat dans le gouvernement au Bénin. Le ministre de la Défense démissionne. Il n'est pas d'accord avec le nouveau projet de constitution proposé par le président Talon. La loi passe mal, en effet, dans l'opinion. Kaliskou n'est pas certes Paul Haï. Il reste tout de même un grand artiste peintre. Ses œuvres parlent pour lui et bien longtemps même après lui. Expo à suivre en fin d'édition tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Son cahier de charge tient en deux principales missions. La prévention des conflits entre employeurs et employés, le règlement de ces conflits, le cas échéant. Le Conseil national du dialogue social fait son bilan après 10 années d'existence. La session est ouverte ce mardi à Lomé. Autour de la table, gouvernement, employeurs et travailleurs. Sonia Médico, Patrice Bocco. Après 10 ans d'existence, le Conseil national du dialogue social, organe de règlement et de prévention des conflits sociaux, fait le bilan des activités menées sur le terrain. Il sera aussi question, à cette session ordinaire qui va durer 5 mois, de redonner un souffle nouveau à l'institution afin qu'elle joue pleinement son rôle de prévention des conflits sociaux. Ce rapport bilan va constituer un document de base qui nous permettra de pouvoir identifier les points forts, les avancées à consolider et surtout les insuffisances et obstacles pour lesquels il faudra trouver des solutions. Il s'agissait donc de faire un peu le bilan des 10 années écoulées et de lancer des perspectives nouvelles autour desquelles on peut consolider déjà, après avoir constaté les faiblesses de notre Conseil national du dialogue social qui plus que jamais s'inscrit dans une droite ligne de permettre aux différents acteurs de pouvoir échanger davantage. Pour la cohésion sociale, la paix et la stabilité nationale, la mission du Conseil national du dialogue social demeure et reste la promotion et la prévention des conflits dans le monde du travail. Au-delà des sessions statutaires, je crois que le contexte actuel dans notre pays nous oblige à nous retrouver le plus souvent possible entre partenaires sociaux afin de passer en revue les sujets d'intérêt commun. Actuellement, il y a pas mal de défis que nous devons relever ensemble. Et c'est uniquement à travers l'écoute mutuelle, le dialogue et la concertation que nous pouvons rechercher et trouver les meilleures solutions possibles. Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre et en session extraordinaire une fois que cela est nécessaire. Et chaque session ne peut dépasser 5 séances. C'est un document que tout citoyen pourra consulter, les jugements rendus, les procès tenus, tout sur les services judiciaires et pénitentiaires. L'annuaire pour l'année 2015-2016 est en cours d'étude et depuis ce matin, l'exercice tient lieu de statistiques judiciaires. Les précisions, Ekwesala Komo Boyodo. Désormais vitrine du secteur de la justice, ce document d'environ 90 pages reprend l'essentiel des activités des services judiciaires et pénitentiaires pour le compte de l'année 2015-2016. Un annuaire des statistiques avec des chiffres officiels en réponse aux exigences de la gestion axée sur les résultats. C'est donc un œil aussi bien du gouvernement que des citoyens, des partenaires et des organisations de la société civile pour observer et apprécier les efforts faits en la matière. Une sorte de suivi-évaluation. Vous savez, toute la politique en matière, que ce soit en matière pénale, en matière civile, en matière sociale, en matière commerciale, doit être basée sur l'apport de la justice, sur l'activité judiciaire qui est faite au Togo. Donc, disposer d'un annuaire, ça permet d'avoir les éléments nécessaires pour mieux orienter la politique du gouvernement en matière judiciaire et dans le secteur de la justice dans sa globalité. Première du genre, cette démarche va permettre de mieux orienter les actions du gouvernement en faveur de l'amélioration et de l'établissement d'un réel état de droit. Plusieurs rubriques figurent dans cet annuaire, notamment l'organisation du système judiciaire, les moyens matériels et humains disponibles, les activités des cours et tribunaux et celles des établissements judiciaires, la description de la population carcérale.
La science, la technologie, les innovations comme levier de développement pour le continent africain, c'est ce qu'indique dans un rapport la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, un rapport élaboré en collaboration avec le CADERT. Il a été lancé ce matin, ce rapport qui relève tout de même que beaucoup d'efforts restent encore à faire. Les précisions de Marceline Tchakpala, Antoinette Omarvovo. Malgré l'importance accordée à la science, à la technologie et à l'innovation STI pour le développement de l'Afrique, il existe encore d'importants goulots d'étranglement qui empêchent les pays africains à mettre à contribution les STI dans le développement national. Ainsi, le rapport sur les capacités en Afrique RICA 2017, commandité par la Fondation ACBF en collaboration avec le CADERT, révèle que 2/3 des pays africains disposent des politiques et stratégies de STI, mais souffrent de la capacité à les mettre en œuvre. Au Togo, des efforts sont faits pour promouvoir les STI, mais beaucoup reste encore à faire pour le développement et la promotion de la croissance économique. L'étude de cas au Togo a montré que le pays dispose des stratégies et des politiques de développement en matière de sciences et aussi en matière de technologie et de l'innovation. Mais nous nous rendons compte qu'il manque les capacités, c'est-à-dire la compétence humaine pour mettre en œuvre les programmes de développement, mais aussi les capacités financières. En ce qui concerne les recherches et le développement, l'Afrique subsaharienne reste en dessous de 1% du PIB. Les résultats indiquent également que l'Afrique pourrait être à court de 4,3 millions d'ingénieurs et de 1,6 million de scientifiques et de chercheurs si les efforts ne sont pas décuplés. D'où la nécessité de renforcer les capacités en matière de STI afin de réaliser l'agenda 2063 de l'UA et les ODD. La norme 2016 de l'initiative de la transparence dans les industries extractives, ITIE, qu'est-ce que c'est précisément? Eh bien, des explications sont données depuis ce matin aux membres de la Cour des comptes. À l'issue de la séance, ils devraient s'approprier cette nouvelle norme pour une meilleure certification des comptes publics du secteur extractif. Quoi sigler? Chassim Nabaga. Outil de réforme, la norme de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, évolue pour prendre en compte de nouveaux facteurs qui apparaissent dans le secteur des mines. Celle en vigueur actuellement est la norme 2016, version du 23 février. La particularité de cette nouvelle norme, c'est que cette norme parle de la chaîne des valeurs du secteur extractif, que le rapport ITIE doit présenter au public chaque année. Ce qu'on a ajouté aussi, c'est la publication des contrats qui n'étaient pas exigés avant, et aussi la déclaration des propriétaires réels, c'est-à-dire des actionnaires des sociétés qui opèrent dans le pays. Ces nouvelles données sont partagées ici avec les membres de la Cour des comptes. Il est question d'amener les membres de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques à s'approprier cette nouvelle norme pour sa mise en œuvre effective dans la certification des comptes dans le secteur extractif. Ce que nous avons constaté pour les déclarations qui ont été effectuées jusqu'à présent, c'est que cette déclaration où le circuit financier s'arrête au niveau des régies financières de l'État, alors que le circuit doit aboutir à la caisse unique du Trésor public. Et donc, nous allons ensemble réfléchir sur la meilleure manière de proposer ou bien de faire une recommandation pour que ce circuit aboutisse à la caisse unique du Trésor public et ne s'arrête pas à mi-chemin. Les travaux vont porter entre autres sur l'expérience de la transparence et de la redevabilité dans le contexte de l'ITIE, collecte et réconciliation des données du secteur extractif, la communication ITIE et le dialogue, sensibilisation des populations et visibilité de la mise en œuvre. L'occasion fait le larron, dit-on. Le thème retenu cette année pour le 8 mars, Femmes dans un monde de travail en pleine mutation, planète 50-50 d'ici à 2030. Eh bien, ce thème, vous disais-je, tombe à pic pour l'ETR. L'Office togolais des recettes saisit donc l'occasion pour sensibiliser davantage les femmes entrepreneurs sur les bonnes pratiques en matière de fiscalité. Augustin Kossi, Arnaud Kidjou.
L'Office togolais des recettes ambitionne d'être une administration fiscale de proximité dans le recouvrement des taxes et impôts. À cette rencontre avec l'Association des femmes entrepreneurs du Togo, les échanges ont porté sur les prérogatives de l'entrepreneur vis-à-vis de l'OTR. La tenue régulière d'une comptabilité, la trésorerie d'exploitation et le contrôle fiscal sont les notions qui ont été partagées. Nous savons qu'une entreprise ne peut pas être gérée sans qu'il y ait une comptabilité en bonne et due forme. Donc aujourd'hui, l'OTR nous l'a encore expliqué en nous disant qu'il est obligatoire qu'on fasse une comptabilité, qu'on ait un livre de compte bien expliqué, clair, net, pour que nous puissions payer les taxes. Également, les femmes entrepreneurs ont été sensibilisées sur les nouvelles dispositions dans la loi de finances et gestion 2017. Nous avons procédé à une baisse du taux de la TVA en ce qui concerne le matériel informatique, en ce qui concerne l'épargne imprimée et sur beaucoup d'autres choses. Nous avons également mis un accent sur les transferts indirects de bénéfices, sur la manière de faire en sorte que ces transferts soient mieux suivis par l'administration fiscale afin de mobiliser plus de ressources au profit de l'État. La plateforme de promotion et de défense des femmes chefs d'entreprise du Togo entend donc donner à tous ses membres les outils nécessaires pour leur permettre d'exceller dans la gestion des entreprises et susciter leur adhésion au paiement des taxes et impôts. L'entrepreneuriat, précisément un secteur très prisé aujourd'hui. L'artisanat semble être le porte-étendard avec beaucoup d'initiatives jeunes, encouragées d'ailleurs par le gouvernement. Ce soir, Renchedré s'intéresse encore à ce corps d'activité qui fait la promotion de tout un secteur. Le marché de l'emploi connaît sans cesse une demande croissante. Face à cette situation et pour réduire le nombre de chômeurs, les autorités togolaises promeuvent depuis quelques années l'entrepreneuriat. Et les jeunes sont nombreux à se lancer dans leurs propres activités à la fin de leurs études. L'artisanat, longtemps considéré comme uniquement réservé à une classe donnée, se révèle de nos jours comme un secteur porteur pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le constat est donc clair, l'artisanat ne peut plus être considéré comme un domaine réservé à ceux qui ne réussissent pas dans leurs études. L'artisanat, pour notre pays, comme beaucoup de pays dans le monde, est à la fois un secteur important pour l'économie nationale, mais également un secteur avec un fort potentiel de création d'emplois pour les jeunes. Un artisan, c'est déjà un entrepreneur. Beaucoup de jeunes qui percent aujourd'hui évoluent effectivement dans le domaine artisanal. Les entreprises de ces jeunes-là qui offrent les meilleurs potentiels de croissance à notre sens. Conscient de la place importante qu'il occupe, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour promouvoir ce secteur. L'objectif est de créer des conditions favorables aux jeunes entrepreneurs. Quand on est dans un atelier d'artisan, le listeur il est au four et au moulin. D'où ça lui demande des formations complémentaires pour bien jouer les rôles complémentaires en dehors de son rôle de producteur. Donc on a besoin de leur renforcer des capacités, de leur donner quand même d'autres formations dont ils ont besoin pour la bonne gestion de leur atelier. Il y a beaucoup de crédits qui se font aux jeunes à travers plusieurs initiatives de programmes et de projets de FNFI qui s'occupent de ces jeunes pour leur donner des produits, pour leur permettre de faire quand même subvenir à leurs besoins dans leur atelier. Donc l'État aussi a mis en place un projet qu'on appelle Centre de ressources pour l'artisanat, où ils mettent des équipements lourds que les artisans peuvent aller louer et travailler avec. À ce jour, et selon les statistiques, l'artisanat représente 18% du PIB et occupe une part importante de l'économie togolaise. Il absorbe environ 40% de la jeunesse et occupe près de 60% des activités de base de la population togolaise. Voilà, un document de Renchedré présenté par Rachel Awoku. À signaler aussi dans l'actualité ce soir, cette concertation à 3 séances entre producteurs de semences et producteurs de céréales avec le mouvement Alliance Togo. À l'ordre du jour, le bilan de la mise en œuvre du programme des centres d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire. Le compte rendu de la marque Bourgeois.
Cette session de concertation tripartite qui se situe dans le cadre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PENIASA a pour objectif d'amener les acteurs liés par la convention relative aux semences certifiées à établir un bilan de mise en œuvre de cette convention intervenue lors de la campagne agricole 2016-2017. La rencontre est financée par la GIZ au titre du volet 3 de son programme des centres d'innovation verte pour la section agroalimentaire ProCiv. Le réseau national des producteurs de semences a voulu créer une alliance, une synergie avec les producteurs de grains organisés dans les fêtières, la centrale des producteurs de céréales du Togo et le mouvement Alliance Paysanne du Togo, qui regroupe un grand nombre de producteurs organisés en réseau de coopératives pour mettre en place un dispositif qui va permettre de mieux commercialiser les semences améliorées qui permettront aux producteurs d'augmenter leur productivité et donc leurs revenus. Nous avons sollicité des partenaires stratégiques comme la FISEC et WEJES qui financent le crédit de campagne, en plus des techniciens qui sont là, des fêtières, des différentes organisations. Il s'agira donc d'adopter le contrat qui sera signé, de valider le circuit de distribution qui sera mis en place, de mettre en place un système de communication qui permettra de relayer au plus large possible l'information et la disponibilité des semences et les lieux où on peut les trouver. Les travaux ont permis de définir et d'adopter des nouvelles perspectives pour la campagne 2017-2018 et le circuit de distribution des semences suivant la situation géographique des producteurs de céréales et de semences. Le grand oral depuis ce matin pour les impétrants à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de la recherche en développement culturel. Ils défendent leur mémoire de master après 2 années de formation. 2 thèmes dominent les travaux de recherche, paix et développement. Serge Tastom, Firmé à Dinaré. Au terme de 2 ans de formation, la première promotion des étudiants en master culturel de la paix et développement de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC sont appelés à soumettre leurs travaux de recherche appliqués aux membres du jury pour approbation. Abina Eyaba fait partie de ces étudiants et a choisi pour thème problématique des violences politiques au Togo, mise en place d'un observatoire pour la prévention des crises électorales. Il ouvre ainsi le bal pour la série des soutenances. En période électorale, nous avons seulement des mouvements de circonstances. Et donc, pour pallier à ce problème de mouvement temporaire, il faut proposer un observatoire qui va essayer de juguler ces crises-là en période électorale. Pour imprimer une marque à ces futurs spécialistes des projets en culture de la paix et développement, il est procédé à l'ouverture officielle des soutenances. Cette offre de formation vise à outiller les apprenants à formuler les projets en lien avec le développement, tant pour nos communautés de base que pour les institutions internationales. Les projets seront formulés autour de ces différentes problématiques afin de contribuer à la promotion de la paix, synonyme du développement. Ce nouveau master s'inscrit dans la politique des décideurs africains à l'instauration de la paix dans les communautés. Les étudiants qui ont l'honneur d'être évalués ce jour, à travers leur soutenance, représentent les nouveaux pionniers aux côtés des traditionnels artisans de la paix. Nous voudrions donc lancer un appel à nos États pour qu'ils soutiennent et accompagnent ce nouveau master comme ils le font déjà au niveau de celui du développement culturel. L'IRES-RDEC est un institut régional qui forme les étudiants de 17 différentes nationalités, notamment le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Il est 20h20 à l'étranger. Ce premier coup d'éclat, on va dire, dans le gouvernement Talon au Bénin. Le ministre de la Défense a démissionné en guise de protestation contre le projet de constitution proposé par le président béninois. Une loi qui passe mal, en effet, dans l'opinion. Délégué auprès du président de la République chargé de la défense a présenté sa démission lundi 27 mars. Candide Azanaï ne fait plus partie de l'équipe du premier gouvernement du président Patrice Talon. C'est à travers sa page Facebook qu'il a fait savoir.
qu'on peut voir tout de suite, c'est que le gouvernement essuie nos coups de déculottés ces temps-ci devant la Cour constitutionnelle de faire ses actes. Alors quand quelqu'un comme ça, le gouvernement, il se dit, c'est que la politique parlementaire rompue et le gouvernement auquel j'appartiens essuie des échecs du genre et à quoi je sers là. Et puis il y a les casses par à Cotonou. Alors lui, les députés, hommes politiques élus à Cotonou, alors ces électeurs lui demanderont des comptes. Je crois que devant tout ça, il dit ça va pas, je ne pourrai pas assumer, je m'en vais. Pour l'heure, le ministre démissionnaire n'a pas fait savoir les raisons qui motivent sa décision. Dans le camp du pouvoir comme dans l'opposition, beaucoup se disent surpris. Et donc, à l'intérieur du parti, je pense que le parti lui a mis la pression pour dire ça suffit, maintenant, elle sort de là. Au niveau du gouvernement, on ne connaît pas encore les réactions parce que démissionner par ici, c'est pas court, hein, on ne sait pas le faire par ici. Ce qui est à redouter, c'est que ça porte un coup vraiment au moral de l'équipe aux commandes, même si on va essayer de le cacher, c'est pas bon. Cette démission intervient dans un contexte marqué par des tensions politiques autour du projet de révision de la Constitution. Vendredi 24 mars 2017, l'examen du projet de révision de la Constitution en procédure d'urgence a été rejeté par les députés. Un coup d'éclat donc au Bénin. Nouveau coup d'essai à Bamako. Le Mali se donne une nouvelle chance avec la conférence dite d'entente internationale ouverte hier. L'objectif, trouver des solutions définitives à la crise qui secoue le pays. La salle se remplit peu à peu, mais des chaises restent vides. Les ex-rebelles de la CMA et l'opposition politique ont décidé de boycotter la conférence d'entente nationale. Le président malien ne leur a fait aucun cadeau dans un discours très offensif. Que chacun a son âme et conscience, en permanence, se demande en quoi ces postures enrichissent la démocratie, en quoi les actes qu'ils posent contribuent à l'essor de la nation malienne. Oui, je faillirais mon devoir si je ne déplorais pas ici, devant vous, certaines absences et les discours qui les justifient. La rencontre devait être à l'origine boycottée par tous les groupes armés signataires de l'accord, mais l'un d'eux a finalement fait machine arrière. Il y avait deux points essentiels. Que la conférence d'entente nationale ne soit pas clôturée au bout de 7 jours d'une charte dite nationale. La deuxième condition, c'est qu'il y ait une continuité dans le processus. Il n'y aura pas de charte de réconciliation nationale adoptée à l'issue de ce rendez-vous, mais une liste de recommandations, pour l'instant sans la contribution des ex-rebelles et sans l'opposition politique. La conférence d'entente nationale qu'on lance aujourd'hui est un début d'un processus. On peut s'y joindre à tout moment. Et donc c'est très tôt pour moi pour parler d'un échec. J'estime que d'autres acteurs vont également se joindre à ce processus. Le président malien a finalement laissé une porte ouverte. Il appelle toutes les parties à rejoindre la discussion dans les jours à venir. Retour chez nous dans le reste de l'actualité, cette opération voie propre menée par la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Agoué, Aditogome et Agbalepedo, GTA ont été les cibles. Tabitha Kapo, Albertine Yakin. La politique des grands travaux menés par le gouvernement togolais depuis plusieurs années en matière d'infrastructures routières se trouve confrontée à un certain nombre de défis. De nombreux caniveaux sont bouchés, entre autres, par des ordures ménagères, des sacs plastiques. L'urgence aujourd'hui est de permettre aux caniveaux de jouer pleinement leur rôle. Et cela passe par la nécessité de sensibiliser les populations. Pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie, la délégation spéciale de la préfecture du Golfe s'est engagée au curage des caniveaux. J'ai laissé le sac de ciment là. J'ai placé ça sur le trottoir avant qu'on a versé le sable. Lorsqu'il pleut, il y a seulement une seule voie qui est accessible. Pourquoi? Parce qu'il y a les déchets qui sont entassés d'un côté et c'est l'autre côté qui est accessible à l'eau pour les usagers. Donc nous aimerons sensibiliser les gens de prendre un peu soin des caniveaux, de ne pas jeter n'importe quoi dedans, surtout les riverains. Il s'agit donc pour la délégation spéciale de la préfecture du Golfe de sauver à travers de telles initiatives la durée de vie des infrastructures routières. L'État fait des dépenses énormes pour faire des voies publiques que nous avons aujourd'hui au Togo. Et ces voies coûtent des milliards de francs CFA.
Mais aujourd'hui, l'incivisme de la population a fait que les voies sont envoyées par du sable et du gravier. Et cela empêche les eaux de ruissellement lorsqu'il pleut. Et ça crée également de l'inondation dans les quartiers. Et nous avons pris soin de faire des messages sur les médias. Et même on a également fait des visites sur les lieux pour leur dire de dégager les sables et les graviers qui sont sur des voies publiques. Mais en vérité, on n'a pas été compris. À chaque précipitation, les populations sont sous les eaux à cause des caniveaux bouchés par toutes sortes de déchets. L'adoption d'un bon comportement des riverains permettra d'éviter des souffrances aux citoyens. Et le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre des premiers samedis du mois aura lieu le samedi 1er avril 2017 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique sont priés de prendre contact avec les responsables de la direction de la formation civique joignable au 90 91 55 11 ou encore le 99 46 30 27, dernier numéro 22 20 87 31, qui se chargeront de communiquer aux 10 organes les lieux qu'ils ont retenus pour leurs opérations de salubrité. Sport football, les matchs passent et se ressemblent pour les éperviers du Claude Leroy. En match amical ce jeudi, le Togo a été battu par l'Égypte 3-0. Une journée FIFA pas très différente des journées CAN. Le résumé. Évidemment, on dirait sur la télévision togolaise. Le jeu des éperviers a été beaucoup plus visible en première période, où ils ont été présents dans tous les compartiments, créant par moments des dangers et enrayant les débordements des pharaons. Sous ce fond de jeu rapide des deux formations, la première mi-temps s'est achevée sans aucun but. En deuxième période, tout a basculé côté togolais dans le désastre. Sur une erreur défensive, Mahmoud Karaba réussit à ouvrir le score à la 49e minute pour les pharaons. Il sera suivi 8 minutes plus tard de Ahmed Youssef qui, sur un coup franc, trompe à nouveau la vigilance de Jordan Aglemagnon, le goal togolais. 2-0 pour l'Égypte, les éperviers tentaient de réduire le score, mais c'est plutôt les pharaons qui sont parvenus à corser l'addition à la 104e minute. 3-0, le score restera inchangé malgré la volonté manifeste des éperviers. Voilà un résumé de Jean Kofi et dédié de la culture pour refermer cette édition. Il n'est certes pas Polaï, pas connu au même titre que le célèbre artiste peintre, mais Kaliko n'est pas moins peintre. Ses œuvres parlent d'ailleurs pour lui, bien longtemps même après lui. Je vous amène à l'Espo, dans les murs de l'Union européenne. Le récit est Kwesala, Rachel Aokou. C'est l'une des figures des arts plastiques togolais des années 90. Ekwe Arsène Asiongbo, connu sous le nom de Kaliko dans le domaine des beaux-arts. L'artiste a tiré sa révérence il y a 15 ans, mais ses œuvres continuent de parler de lui. Ici, au siège de l'Union européenne au Togo, une vingtaine de ces tableaux exposés suscitent l'admiration des visiteurs. C'est la première fois que j'entends parler de Kaliko. Parce que vous savez, c'est un auteur contemporain, mais qui a un style noir. Vous savez, tout ce qu'il fait, c'est abstrait. Donc, c'est maintenant que je le découvre et c'est une belle surprise et également une belle découverte pour moi. J'avoue que je ne connais pas cet artiste, je ne connaissais pas parce que c'est une occasion pour moi de le découvrir. Et je trouve que cette expo est une très bonne occasion pour moi parce que j'ai juste entendu parler de lui une seule fois par une de mes connaissances. Et quand j'ai appris qu'il faisait une exposition, j'ai trouvé que c'était une occasion de découvrir son travail. Je ne connais pas vraiment son histoire, mais on sent au travers de ces tableaux que c'est un Africain qui les a produits, ça se voit. Edem Kodjo, ancien Premier ministre togolais, est l'un des collectionneurs des œuvres de Kaliko. Il se souvient de l'homme comme si c'était hier.
C'est un artiste que j'ai connu en regardant un jour dans une ambassade des œuvres qu'il a exposées. Et j'ai décidé de le contacter et d'entrer réellement en relation avec lui. Et j'ai découvert un homme, j'allais dire exceptionnel, c'est-à-dire qui n'avait pas les mêmes valeurs que nous. Lui, il était réfugié tout entier dans son art, qu'il ne prenait d'ailleurs pas très au sérieux, mais c'est un vrai génie. C'est la première rétrospective organisée au Togo. Elle est initiée par le Festival international de Luciole Bleue, Fil Bleu, en collaboration avec l'Union européenne pour rendre hommage à cet artiste plasticien décédé le 25 décembre 2002. Aujourd'hui, il était important que nous reconnaissions que dans les années 90, s'était élevé parmi nous ce qu'on peut appeler un génie. Et c'est ce génie que nous célébrons aujourd'hui. De son vivant, il a beaucoup vendu. Et ses œuvres sont éparpillées un peu partout. Et c'est d'ailleurs un enjeu que de les retrouver. C'est un enjeu pour le Togo, de retrouver les plus significatifs de ses œuvres et de les garder. C'est ce que les grands pays font quand ils ont eu de grands artistes et qui ont laissé des œuvres. Quand ces œuvres-là ne sont pas au pays, on fait tout pour les avoir, on les garde au pays. Kaliko, c'était un jeune artiste un peu qui a su réfléchir sur comment combiner la tradition et la modernité. C'est un artiste togolais, donc a répondu à un appel de vous-même. Donc ça nous intéresse beaucoup. Encourager cette réflexion et la partager aussi, parce que ça nous sert aussi à nous à réfléchir sur comment continuer à travailler en partenariat avec les Togo, entre les Togo et l'Union européenne. Donc je suis très content de pouvoir ouvrir nos portes de nouveau à l'art togolais, à cet art de réflexion, toujours en regardant vers l'avenir. Cette exposition se poursuit jusqu'au 27 mai prochain. À Vidanko, amateurs, demain il fera encore très beau et surtout très chaud, c'est ce que nous dira tout à l'heure Cléo Sabine Poko. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très belle soirée.